Bienvenue pour cette exploration assez poussée aujourd'hui de la sécurité mobile. On va regarder de près des documents sur le pentesting, spécifiquement Android et iOS. Bonjour, oui, un sujet essentiel. On a des questions-réponses, des notes techniques. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça pour comprendre les failles et comment les pros s'y prennent. Tout à fait. C'est devenu crucial, vu qu'on a quasiment toute notre vie là-dedans, sur ces appareils. Comprendre les bases, c'est important pour tout le monde. Alors, allons-y. Le pentesting sur Android. Les documents insistent beaucoup sur l'identification de la version d'Android. Pourquoi c'est si fondamental cette étape? C'est simple, c'est le point de départ. Chaque version d'Android, elle a son lot de failles connues. On pense à Stagefried, par exemple, sur les plus anciennes. Ah oui, Stagefried, je me souviens. Voilà. Donc, connaître la version, souvent, on fait ça avec la commande adb shell getprop hero.build.version.release. Ça permet de savoir quelles attaques sont potentiellement possibles. Sinon, on navigue un peu à vue, quoi. D'accord. Et ensuite, les outils. On parle du Smartphone Pentest Framework, le SPF. Installation, cloner le repos, configurer, lancer un script. Ça a l'air assez simple, mais ça apporte quoi concrètement, un framework comme ça? Disons que ça aide beaucoup pour l'automatisation. Ça fait gagner du temps sur les tâches un peu répétitives. Mais attention, ça remplace pas l'analyse humaine derrière. Bien sûr. Et les notes mentionnent aussi les émulateurs. Ça, c'est hyper utile. C'est comme un bac à sable, un environnement isolé. Pour tester sans tout casser. Exactement. Pour tester des attaques, par exemple un reverse shell, c'est quand l'appareil piraté contacte lui-même l'attaquant. Ça déjoue souvent les pare-feux sans prendre de risque pour un vrai téléphone. Logique. Ces outils, ils servent donc à tester des concepts de sécurité de base. Un qui revient souvent, c'est la gestion des clés. Pourquoi on dit qu'une mauvaise gestion, c'est une énorme faille? Ah bah oui. La gestion des clés, c'est tout le cycle. Comment on l'a créée, où on la stocke de façon sûre, comment on la distribue. Si une clé privée se retrouve exposée, Par exemple, dans le code d'une appli, comme ça arrive parfois? incroyable, mais oui, ça arrive. Si cette clé est exposée, tout ce qu'elle protège peut être déchiffré. C'est la catastrophe. C'est là que des outils comme le Keystore sur Android sont essentiels. Pour stocker les clés de manière sécurisée. Voilà. Mais le truc, c'est que même avec ces outils, il y a encore des erreurs d'implémentation. Parfois par manque de temps ou de formation des développeurs. Ce décalage entre l'outil disponible et son utilisation réelle. C'est intéressant. Autre point, la détection d'anomalies réseau. Là, on ne cherche pas une attaque précise, mais plutôt ce qui sort de l'ordinaire, c'est ça? C'est exactement ça. On définit ce qui est normal pour le trafic d'un appareil, et s'il y a une déviation importante, Comme un gros transfert de données en pleine nuit. par exemple, un pic soudain vers une destination inconnue, ça peut déclencher une alerte. C'est une sorte de surveillance comportementale du réseau. Passons aux menaces plus sophistiquées. Les APT, menaces persistantes avancées, les techniques phishing, mouvement latéral, exfiltration de données peuvent sembler classiques. Qu'est-ce qui les rend si avancés au final? C'est leur approche, leur philosophie si on veut. Leur but, c'est la discrétion et la patience. Une APT, elle veut rester cachée le plus longtemps possible. Contrairement à un ransomware qui fait beaucoup de bruit. Exactement. L'APT va chercher à voler des informations stratégiques sur la durée. Le phishing, c'est souvent juste la porte d'entrée. Après, ils explorent discrètement le réseau et ils exfiltrent les données sans faire de vagues. Et les portes d'entrée sur mobile, on retrouve les suspects habituels, j'imagine. Appli pas à jour, faille de l'OS, les fameux Wi-Fi publics. Tout à fait. Une simple application qu'on a oublié de mettre à jour, une faille dans le système ou se connecter au Wi-Fi du café du coin. Le risque du min in the middle. Voilà. Si le réseau n'est pas sécurisé, un attaquant sur le même réseau peut intercepter le trafic. Par contre, petite note amusante, dans les sources, la couleur du téléphone, ça, ce n'est pas un vecteur d'attaque. Ouf, mon téléphone rose est sauf alors. Plus sérieusement, ça nous amène au cas NSO Group et Pegasus sur iPhone. C'était une faille Zero Day, c'est bien ça? Une faille qu'Apple ne connaissait pas. Précisément. Le zero test, c'est l'arme absolue pour un attaquant, parce qu'il n'y a pas encore de patch, pas de défense directe. Pegasus utilisait ça pour avoir un accès quasi total à l'iPhone. Accès au micro, à la caméra, même aux messages chiffrés. Oui, en contournant toutes les sécurités d'iOS, qui sont pourtant réputées solides. Ça a été un vrai choc. Ça a obligé Apple à renforcer encore ses défenses. Ça montre bien que même les systèmes les mieux protégés peuvent avoir des failles critiques. Et pour les entreprises, tout ça, ça doit être un vrai casse-tête, non? Multiplié par le nombre d'appareils. Ah oui, c'est... Complexe. Le problème majeur, c'est l'hétérogénéité. Des appareils différents, des versions d'OS multiples, des tas d'applications,
Et puis, il y a le BYOD. Le Bring Your Own Device, quand les employés utilisent leur téléphone personnel pour le travail? Exactement. Sécuriser tout ce parc de manière uniforme, c'est un défi permanent. On a des solutions comme le MDM, le Mobile Device Management, pour essayer de centraliser la gestion. Mais Mais ce n'est pas une solution miracle, j'imagine. non, loin de là. Et parfois, ces solutions MDM ajoutent des contraintes. Ce qui peut pousser les utilisateurs à essayer de les contourner. C'est le paradoxe, hein. Trop de sécurité, ça peut nuire à l'utilisabilité. Et si les employés trouvent ça trop compliqué, ils vont chercher des moyens de contourner, créant potentiellement de nouvelles failles. C'est un équilibre très délicat à trouver. Bon, si on résume un peu tout ça, la sécurité mobile, c'est une sorte de jeu du chat et de la souris permanent. Il faut être vigilant, faire ses mises à jour et comprendre un minimum les risques. Absolument. Et le cas Pegasus est là pour nous rappeler qu'aucun système n'est infaillible à 100%, surtout face à des attaquants très sophistiqués, parfois étatiques. La sécurité totale, ça reste une illusion. Donc, pour conclure, une question peut-être pour nos auditeurs. Au-delà des mises à jour logicielles qui sont souvent automatiques maintenant, quelles habitudes personnelles vraiment conscientes on pourrait adopter au quotidien pour mieux protéger nos appareils? Surtout face à des menaces de plus en plus discrètes qui jouent beaucoup sur l'humain, sur l'ingénierie sociale.